Salut Trekker, une nouvelle vidéo un peu particulière puisque je ne vais pas vous présenter le contenu de mon sac à dos pour le GR20, mais comment je prépare le contenu de mon sac à dos pour le GR20. Alors, je prends l'avion pour le GR20 le 26, on est actuellement le 11 juillet, c'est-à-dire qu'on est 15 jours avant mon départ. Bien entendu, j'ai réfléchi, comme vous, je pense, à l'itinéraire que je vais pouvoir prendre, les différentes étapes, le matériel que j'ai envie de prendre ou pas prendre, vous savez, tous ces petits choix, un petit peu ces petits coups de poker en disant je prends une veste de pluie, est-ce que je vais prendre la tente ou est-ce que je vais la louer sur place et ainsi de suite. Voilà, il y a toutes ces choses-là, mais je me suis rendu compte que je faisais bien sûr autre chose pour composer mon sac et je pense que ça pourrait vous intéresser et j'aimerais bien avoir vos retours par rapport à ça pour voir si vous aussi vous faites pareil. Parce que c'est vrai que quand on regarde les vidéos des différents créateurs de contenu, on a l'impression qu'ils se disent voilà, j'ai 95% de mon sac, je sais déjà que je vais le prendre, j'ai juste à le sortir de l'armoire, à le mettre dans le sac et je pars. Et en fait, moi je me rends compte que je fais pas trop ça, eux non plus, mais ils le disent pas. En fait, prendre des affaires qu'on n'a pas utilisées depuis 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an pour certains, prendre des affaires, les mettre dans le sac et dire ciao la compagnie, je suis parti et je les déballerai une fois sur place, c'est un peu comme si vous demandiez à votre meilleur pote, dis tu pourrais pas me faire mon sac, je te fais juste la liste, tu mets tout ça dans le sac et ça m'ira complètement. Forcément vous allez partir un peu stressé. Et moi je voudrais vous expliquer en prenant différents chapitres comment est-ce que je fais pour non pas sélectionner mes affaires mais déjà voir si j'ai mes affaires pour partir et voir si toutes les affaires conviennent pour partir. Pour cette vidéo, je fais 5 parties. La première partie va concerner les vêtements. Ensuite, il y aura le Big Four. Le Big Four, c'est la tente, le duvet, le matelas, le sac à dos. Ensuite, il y aura une partie sur l'électronique, sur l'alimentation et enfin sur la pharmacie et l'hygiène. Alors pour les vêtements, le tout n'est pas d'avoir des vêtements, c'est de savoir s'ils conviennent. Alors déjà, vous savez, on est tous comme ça, on est tous persuadés de savoir où sont les choses. Et le jour J, lorsqu'on veut avoir les choses, on se rend compte que non, tout compte fait, c'était pas là où on pensait. Ça m'est arrivé l'année dernière sur le Tour du Mont Blanc où je cherchais désespérément mon chargeur d'appareil électronique, d'iPhone, de frontal et ainsi de suite. Et je me suis aperçu que il n'était pas là. J'ai cherché, pourtant chez moi tout est bien rangé dans des boîtes et il n'était pas là. Et c'était franchement pas la veille où je finissais de faire mon sac où il fallait faire ça. Donc je me suis dit, là Pierre, tu vas vraiment faire attention, tu vas bien prendre les devants. Et surtout, l'avantage de faire ça, c'est de me rendre compte que s'il est perdu ou s'il est cassé, j'ai le temps d'en racheter un autre. Alors que si vous faites ça 2 ou 3 jours avant, vous êtes un peu coincé. Au niveau des vêtements, c'est important de tous les sortir. Alors quand je dis tous, c'est pas uniquement ce que vous allez mettre dans le sac parce que on est quand même 15 jours avant le départ et vous pourriez encore changer d'avis, ne serait-ce parce que la météo, vous allez la regarder 2 ou 3 jours avant de partir et vous pourriez très bien vous dire ils annonçaient du beau temps, 2 jours avant de partir, ils annoncent quelques averses, donc je vais changer un peu mon fusil d'épaule par rapport au contenu de mon sac. Donc moi, ce que je vous conseille 15 jours avant, c'est de sortir toutes vos affaires de rando et de tout tester. Alors quand je dis tester, vous devez les enfiler, les essayer, voir si au niveau du lavage, ça ne s'est pas réduit. Parce que forcément, vous êtes rentré de rando il y a 3 mois, 6 mois, 1 an. Vous avez votre chemise que vous ne mettez que pour la rando. Vous l'avez lavée. Une fois sèche, vous l'avez pliée, vous l'avez rangée. Mais qu'est-ce qui dit qu'elle n'a pas énormément rétréci, d'accord ? De la même façon, on pourrait très bien imaginer que des insectes aient pu manger une partie. On peut très bien imaginer, n'essayez pas à tester que vous avez des boutons qui... Ah oui, c'est vrai, j'avais un bouton qui commençait un petit peu à partir. C'est pas une fois que vous êtes en randonnée que vous apercevez qu'en effet, le bouton, il va bientôt lâcher et que dans 2 jours, il va lâcher et que vous avez un bouton en moins. Vous testez les fermetures éclairs. Il y a pas mal de choses comme ça que vous pouvez essayer qui peuvent vraiment vous sauver la mise une fois sur place.
Alors pour moi notamment, je vais bien sûr tester ma chemise, la chemise que je mets tout le temps. Je vais certainement tester aussi mon pantalon, qui est un pantalon qui est modulable et avec lequel je peux faire un short ou un pantalon, et je vais retester les fermetures éclairs, voir si tout va bien. Je vais tester certainement les fermetures éclairs de ma doudoune. Alors je sais qu'il y a une poche de ma doudoune qui commence à déconner. Est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? Concernant mes chaussures, je vais bien sûr les vérifier. Alors même si je marche régulièrement avec mes chaussures de randonnée, je vais porter un soin particulier aux lacets, voir s'ils commencent pas à être un peu abîmés et voir s'il faut pas les changer. Alors en ce qui concerne le Big Four, j'ai deux niveaux d'exigence. Le premier niveau d'exigence, le plus simple, ce qu'il faut vraiment tester rapidement, c'est le sac à dos. Bon, le sac à dos, en général, vous voyez assez rapidement s'il y a des trous, s'il y a des fils, tout ça qui sont à réparer, à couper, des choses comme ça. Le duvet, vous le sortez, vous l'aérez, vous regardez encore une fois s'il a bien tenu sa période hivernale et si tout va bien. Et là où il faut porter un soin un peu plus particulier, ça va bien sûr être le matelas. Alors le matelas, je vous conseille de le gonfler et de le laisser gonfler sur deux chaises de façon à voir si petit à petit il va se dégonfler. Le mieux c'est de faire ça le soir, vous le gonflez, vous le mettez. À la limite, vous pouvez mettre 2-3 petits bouquins dessus et ensuite vous regardez le lendemain matin s'il est toujours d'aplomb ou pas. Faites attention, moi j'étais persuadé que mes matelas étaient nickel et en fait en début de saison, en juin, il y a ma fille qui voulait camper dans le jardin, elle voulait faire un peu comme quand elle fait des scouts. Je lui ai dit il n'y a aucun souci, on va sortir les matelas. J'avais un matelas de chez Decathlon que je n'avais pas utilisé depuis 1 an, mais je l'avais roulé, je me suis dit ça va être nickel. Et en fait il était crevé. Donc comme quoi, voilà, parfois juste stocké, il peut y avoir un problème. Alors, est-ce qu'il a été crevé avant, lors de sa dernière utilisation, je l'ai rangé et il s'est abîmé, ou est-ce qu'il s'est abîmé durant son stockage? Quoi qu'il en soit, au dernier moment, je me suis aperçu que mon sac était, mon matelas était HS. Alors, en ce qui concerne la tente c'est un peu particulier à double titre, puisque moi, ma tente, ma Drop X-Meet de place se monte avec les bâtons de marche, et cette année, je change de bâton. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Je change de bâton. Maintenant, j'ai des bâtons qui sont modulables, repliables, des Trek 900, qui me semblent très très bien, et je voulais les tester pour voir si j'arrivais à monter ma tente avec, et si tout allait bien se passer. C'est pas une fois arrivé sur place où je me dis je comprends pas, ma tente était bien, mes bâtons étaient bien et tout compte fait ça va pas l'un avec l'autre. Donc là je les ai testés, je peux pas vous les montrer parce que ma tente est encore montée. J'ai monté ma tente dans mon jardin pour voir si tout allait bien, pour voir si je me souvenais de comment je la montais, pour me souvenir vous savez, les derniers petits trucs en disant ah oui c'est vrai il y avait ça qui allait pas, bon j'y penserai, et en fait vous avez laissé tomber, vous avez tout replié, vous êtes rentré chez vous, vous l'avez laissé pendant 6 mois à l'abandon dans une armoire, et d'un coup vous la ressortez le jour du trek et ça va pas. Donc là non seulement je l'ai monté, j'ai regardé si tout allait bien, j'ai regardé s'il n'y avait pas des trous, et j'ai fait une petite technique que je fais régulièrement, c'est-à-dire que je mets un petit coup de tuyau d'arrosage pour voir si elle reste imperméable. Alors le tuyau d'arrosage, je le mets assez fort, assez près, j'hésite pas à insister un peu sur les coutures pour vraiment envoyer du jet et voir un peu s'il y a eu un petit accroc, s'il y a eu un petit truc qui va pas. Donc j'arrose bien et ensuite je me mets à l'intérieur et je regarde. Là, pour parfaire le tout, j'ai même dormi avec ma fille à l'intérieur de la tente pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits soucis et que le lendemain matin, je me rende compte que, voilà, tout compte fait, il y a un truc qui s'est petit à petit déchiré avec la tension, avec je sais pas quoi. Donc voilà, et ça me permet de tester en situation réelle, voir si ma tente va bien. Alors au niveau de l'électronique, c'est pas très compliqué. Vous réunissez tout ce que vous devez prendre, tout ce que vous voulez peut-être prendre, et vous regardez si tout est là. Il n'y a rien de pire, comme je vous ai dit, de chercher un adaptateur, un chargeur, et de se dire mais si pourtant j'étais sûr, et non, et d'un coup vous vous souvenez que vous l'avez prêté à un de vos enfants, un cousin, un machin, qui vous l'a jamais rendu, alors que vous étiez persuadé qu'il était à un autre endroit. De la même façon, moi régulièrement, par exemple pour charger mon téléphone, j'ai des petits docks que je mets au niveau de mes différents ordinateurs, je les place toujours dessus. Ça ne m'arrive quasiment jamais d'utiliser un câble de chargement pour recharger mon téléphone via une prise.
Et forcément, quand je pars en rando, c'est ce que j'utilise et je me dis, pourtant j'ai été sûr d'en avoir un et il était forcément là. Et voilà. Et c'est pas la veille du départ, même 2 jours ou 3 jours avant le départ, où d'un coup il faut commencer à stresser en disant mais comment je vais faire, je peux pas en commander un, ça va pas avoir le temps d'arriver, je travaille, il va falloir que je me déplace, que j'aille dans un centre commercial ou quelque chose comme ça, manque de bol, je pars lundi matin tôt, on est dimanche et tout est fermé, enfin voilà, c'est pas le moment de stresser, c'est pas le bon truc. Donc je vous conseille de checker, vous checkez vos différents câbles, est-ce que j'ai bien les câbles? À la limite, moi ce que je vous conseille c'est vous chargez tout. Donc vous êtes sûr d'avoir les câbles, que les câbles fonctionnent. Et surtout, moi surtout ce que je fais, alors pas avec mon téléphone avec lequel je filme parce que je sais qu'il fonctionne, pas avec la powerbank parce que je l'utilise quand même très régulièrement, pas avec ma montre parce que je l'utilise régulièrement, mais surtout avec la frontale, je m'assure que ma frontale fonctionne correctement et à un tel point, je vous dirais que comme ça fait un petit bout de temps qu'elle n'a pas fonctionné, parce que ça fait quand même un bout de temps que je n'ai pas randonné de nuit, simplement ce que je fais, c'est que, je m'assure de bien avoir le bon câble pour pouvoir la charger, je la charge, et ensuite je vais la laisser allumer H24, et je vais juste regarder son autonomie. Alors si avant elle avait une autonomie en fonction du niveau de 8 heures, et que d'un coup je m'aperçois qu'en la laissant allumer, au bout d'1 heure et demie, elle commence à faiblir, je me dis mince, qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars sur le principe que c'est pas grave, je la rechargerai à chaque fois, je fais pas tellement de rando de nuit, ça peut aller, il y aura peut-être une demi-heure, 1 heure le matin, peut-être une demi-heure le soir, ça devrait tenir? Ou est-ce que je me dis non, c'est trop galère, j'ai pas envie, j'ai le temps d'aller dans un magasin, aller acheter une frontale, ou j'ai le temps d'en commander une parce que je veux une marque particulière et la faire venir. Donc encore une fois, testez tous vos appareils, chargez tous vos appareils pour être sûr que vous pouvez les charger, que vous avez les câbles et qu'ils fonctionnent. Et là, vous serez vraiment tranquille. Alors, 2 dernières choses pour l'électronique. La première chose, c'est votre téléphone. Votre téléphone, pensez à le vider au maximum parce qu'il n'y a rien de plus bête que de partir avec un téléphone qui est déjà plein d'applications dont vous ne vous servirez pas du tout pendant votre randonnée. Il est plein de mémos, de vidéos et de photos que vous n'allez pas utiliser. Et manque de chance, au bout du 2e ou 3e jour de rando, d'un coup, vous n'avez plus du tout de place. Vous pouvez très bien utiliser un système de stockage en ligne, mais que se passe-t-il si vous êtes dans un trou paumé et que pendant 24 heures, vous n'avez absolument pas de réseau et que en plus vous vous mettez en mode avion pour ne pas embêter, pour ne pas altérer votre batterie. Donc là, ça peut poser problème. Donc faites attention à faire un bon nettoyage, une bonne vidange de votre téléphone. Et encore une fois, c'est pas juste avant qu'il faut le faire. Il y a des solutions qui existent. Je vous en parlerai si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire. Voilà, si ça peut vous intéresser de connaître ces autres solutions. Moi, c'est ce que j'utilise, mais je voulais pas m'éterniser là-dessus dans cette vidéo. Et enfin, la perche selfie. Vous n'utilisez peut-être pas tous les jours votre perche selfie. Testez-la. Moi, c'est en la testant que je me suis souvenu que j'avais acheté un monstre. Vous pouvez voir ça en extrait en vidéo. Et je me pose toujours la question de savoir est-ce que je pars avec ce monstre qui est quand même très très lourd ou est-ce que j'en commande une autre, sachant que le monstre est quand même vraiment bien dans la vie de tous les jours, je m'en sers très souvent et surtout il est super stable. Donc est-ce que j'accepte de porter du lourd? Voilà. Déjà que là, je pars sur le GR20 avec mon matelas et ma tente. Au départ, je pensais louer le matelas et la tente sur le gîte, au niveau du refuge. Mais comme je pense doubler les étapes et peut-être arriver très très tard, et qu'en plus, on a une affluence de dingue cette année sur le GR20, j'ai trop peur d'arriver et qu'on me dise « Bah non, monsieur, en fait, il n'y a plus d'emplacement, il n'y a plus de tente, il n'y a plus rien. » Et comme j'aime pas prévoir vraiment à coup sûr où je vais arriver, parce que si je suis en forme ou pas en forme, j'ai envie de pouvoir m'adapter un peu, et je vais partir avec ma tente et mon matelas. Donc j'ai bien peur d'avoir un sac à dos qui va faire facilement les 12 kg.
Alors, au niveau de l'alimentation, il y a deux parties. Il y a la partie hardware et software. Il y a la partie dure et la partie alimentation proprement dite. La partie alimentation dure, c'est tout ce qui va concerner le réchaud, la cartouche de gaz, les briquets, les popotes et ainsi de suite. Ça, bien entendu, je vous conseille de le tester avant de partir. Donc, vous retestez pour voir si votre réchaud fonctionne. Vous testez pour voir si votre briquet est toujours bon, si votre popote n'a pas été rouillé à cause du stockage, tout ça. Ça, c'est une partie qui est plus ou moins évidente, classique. Au niveau des poches à eau, ou des filtres, bien entendu, encore une fois, vous devez tester. Enfin, je vous conseille de le tester parce que vous pourriez très bien avoir un petit problème de filtration à cause du stockage. Ça a été mal stocké. Je pense notamment aux personnes qui pourraient stocker une partie de leur matériel dans le garage et pendant un hiver un petit peu dur, il a gelé, le filtre. Les filtres comme le Be-Free de Katadyn n'aiment pas trop le gel, donc ça se pourrait très bien que ça filtre beaucoup moins bien, en tout cas qu'il y ait des soucis, que le plastique puisse devenir un petit peu cassant et que tout d'un coup vous apercevez que votre filtre à eau ou votre poche à eau ne fonctionne plus correctement. Donc ça, vous testez. Au niveau de l'alimentation proprement dit, c'est pas compliqué, vous allez faire vos courses, vous avez en général plus ou moins votre petite liste des choses que vous mangez habituellement. C'est important encore une fois de le faire un peu avant parce que par exemple, je suis allé il y a 2 jours pour aller chercher mes petites soupes adorer. J'aime beaucoup me faire des petites soupes arrivées au campement le soir parce que d'une part ça me permet de me réhydrater et d'autre part ça me fait plaisir, ça me tient chaud. Parfois le soir je suis tellement crevé, j'ai pas envie de manger et en fait la soupe ça me permet de boire un peu et souvent ça m'ouvre un peu l'appétit et je me force à manger parce que c'est vraiment important. Je perds beaucoup trop de kilos sur une randonnée pour me permettre de pas manger le soir. Donc voilà, ça c'était un rupture de stock, donc je suis content, j'y suis retourné 48 heures après et il y en avait. Encore une fois, si j'y étais allé peu de temps avant le départ, je risquerais de ne pas en avoir. Au niveau du petit déjeuner, le petit déjeuner, moi je me fais un petit mixte perso de trois céréales. Il y a des flocons d'avoine que j'ai commencé à prendre de plus en plus et je mixe ça avec un muesli. Alors j'ai 2 mueslis, j'ai un muesli chocolat que je prends et j'ai un muesli avec un mélange de noix parce que j'aime bien le côté craquant et les noix. Ça me fait une petite mixture qui est assez sympa. Il y a vraiment c'est à la fois énergétique et c'est très croustillant. Et vous savez que en randonnée, moi je porte un intérêt énorme à la partie plaisir. Il faut que pour moi ça reste du plaisir. Alors moi je marche beaucoup et j'aime bien endurer le chemin parce que ça me fait plaisir de devoir m'adapter, de devoir souffrir un petit peu, en tout cas de me donner du mal. Mais pour tout ce qui concerne l'alimentation, j'aime bien avoir mon petit moment où je me fais plaisir, où je suis content de ce que je mange. Et pareil pour le sommeil, c'est pour ça que je prends 2 matelas, parce que je sais que c'est des choses que je dois porter, des choses qui sont lourdes, mais j'ai envie de bien dormir et j'ai envie de garder cette tente Drop Xmiss 2 places que j'adore. Alors oui, 2 places pour une personne c'est beaucoup, mais voilà, le plaisir avant tout. Au niveau salé, je prends tout un mélange de noix. Alors j'ai des noix, des amandes, j'ai des noix de cajou, des noix d'Amazonie. Je prends tout ça salé. Ça devient de plus en plus compliqué de trouver des choses qui ne sont pas caloriques et qui ne sont pas mauvais pour le corps. Donc des choses salées. Je prends aussi des tucs. Alors je ne sais pas si je vais prendre 2 paquets, mais dans le doute, j'ai pris les 2 paquets en me disant tu verras bien, je pense que je partirai avec un. En même temps, vous savez, c'est tellement léger. Ça prend un peu de place, mais comme j'ai un 60 litres, je peux me le permettre. C'est pas tant la place qui va me gêner, c'est plus le poids au total. C'est léger, j'ai la place pour le prendre, donc j'ai pas mon sac à dos de 35 litres qui va me dire non Pierre, un seul, t'aimerais bien en avoir 2, ce serait cool, mais un seul, 35 litres. Voilà, moi j'ai un 60 litres, donc j'ai de quoi prendre. Et également mes petites saucisses. Donc j'aime bien me faire des petites saucisses. En général, je m'en fais une par jour. C'est pour ça que j'en prends des petits, je ne prends pas un gros saucisson, parce que sinon je boufferais le saucisson en une journée. Donc là, je sais que c'est une par jour. J'en ai 9. Est-ce que je vais partir avec les 9 ?
Je pense faire, j'aimerais bien faire le GR20 en 8 jours. Peut-être qu'à des moments je voudrais en manger 2, peut-être que j'en aurai marre, je mangerai moins. Voilà, je ne sais pas encore ce que je fais, ce que je prends dans mon sac, mais j'ai le choix parce que j'ai tout ce que je veux. Et si je veux prendre 2 paquets de tucs ou si je veux prendre 9 saucisses, j'ai le choix parce que je les ai sur place. C'est pas en faisant votre sac et en allant faire les courses qu'après vous ne pourrez plus changer. Là, j'ai encore le temps. On est à 15 jours du départ, j'ai le temps de changer, j'ai le temps d'adapter. Et dernière chose, une grande nouveauté. Vous savez que d'habitude, soit je me fais mes petits plats moi-même, donc il y a 3 vidéos qui ont été faites là-dessus, avec le petit déjeuner, avec 2 autres vidéos sur les repas que je me fais. Soit j'ai acheté les produits de chez Forclaz, la Bolo et le riz curry. Ça fait 3 ans que je fais ça, que je pars avec ces plats de Forclaz. Et là, j'ai eu la chance, il y a 1 mois peut-être, que Lyophilisé & Co me contacte pour me dire voilà, on aimerait bien que vous goûtiez nos produits et nous dire ce que vous en pensez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, on vous demande juste de citer la marque, mais voilà, vous pouvez faire une vidéo dédiée, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, j'ai dit, bah, écoutez, moi, vos produits, j'en ai pas besoin. D'habitude, je fonctionne comme ça, mais ça me permettrait de tester, ça me permettrait de faire un retour au niveau des abonnés, donc ça peut être une bonne chose. Et moi, ben, mes vidéos, c'est surtout sur un format vlog, donc c'est du vrai, du vécu. Donc, ben, je mangerai vos produits, je les citerai quand je serai en randonnée en train de les manger, je donnerai mon avis. Donc, le deal était super cool, ça m'a fait plaisir. En même temps, je vous avoue, ça m'a un peu flatté qu'ils me contactent parce que je me suis dit, ça veut dire que la chaîne commence à être vue grâce à vous. Donc, encore un grand merci. On est bientôt au niveau des 3000 abonnés, donc ça, c'est aussi super plaisant. Ça veut dire que le format que je propose plaît quand même à certaines personnes, donc ça, c'est génial. Donc voilà, il y a plein de produits sur la table. J'ai dit que je le faisais en 8 jours, donc ils m'ont envoyé 8 types de produits. Enfin, j'ai choisi 8 types de produits. Ils sont tous en double parce que je ne pouvais pas partir avec 8 produits sans les avoir testés. Sinon, tout ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, ça aurait été complètement stupide. Donc, je leur ai dit, moi, je veux bien partir avec vos produits, mais il est hors de question que je parte avec un produit que je n'ai pas testé avant. J'aime bien tester avant, voir si ça me convient, si c'est bon, si c'est pas bon. J'ai pas envie d'arriver sur place et de me dire c'est pas terrible. Donc j'ai pris plein de produits. Là, on est à 15 jours, donc je les ai pas encore testés. J'ai encore 15 jours pour tester les différents produits. Ça va être large. J'ai tapé dans plein de marques différentes. De façon à avoir un aperçu des différentes marques, parce que le but avant tout, c'est pas de me nourrir, le but c'est un test. Et j'ai aussi tapé dans des produits différents, et notamment, par exemple, ici, c'est des produits double ration. Donc ça veut dire une ration normale pour moi. Donc double ration, il y a des produits qui sont un peu plus light. Il y a des produits comme les pâtes bolo, que je connais bien chez Forclaz, mais ça va me permettre de tester dans une autre marque. Et j'ai également pris un chili ici et j'ai pris un chili autre part, je me souviens plus où il est, là. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas aussi, puisque le but c'est de faire des tests, je vais tester. Je ne sais pas encore si je partirai avec les 8 produits pour les 8 jours ou si je me laisserai la liberté de peut-être manger en gîte, de peut-être partir avec mes produits à moi. Mais en tout cas, j'ai la possibilité de choisir et j'ai la possibilité de m'organiser comme je veux. Alors, dernier point, l'hygiène et la pharmacie. Au niveau de l'hygiène, vous vérifiez que vous avez bien vos serviettes microfibres, du savon si vous en prenez, du gel douche, du shampoing. Non, je déconne. Vous regardez si vous avez le minimum nécessaire. Vous regardez si votre paire de ciseaux que vous allez prendre, si elle fonctionne toujours. Alors c'est vrai que ça a l'air tout bête, mais si vous avez juste un petit couteau suisse que vous ne prenez que pour la rando et qu'il est resté pendant tout l'hiver dans son petit coin, qu'il a pris l'humidité et que d'un coup vous apercevez que quand vous l'ouvrez, il est à moitié rouillé, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux se rendre compte 15 jours avant
et pour pouvoir enlever cette rouille ou devoir en acheter un parce que vraiment il est mort. Donc voilà, vous anticipez. Pour les médicaments pareil, assurez-vous de bien avoir tous les médicaments. Mais si j'étais sûr d'avoir du Doliprane, j'étais sûr d'en avoir 4 ou 5 et en fait non, j'en ai plus. Donc voilà, c'est des toutes petites choses qui, prises séparément, je vous l'accorde, vous allez me dire ouais, c'est bon des Doliprane, tu vas à la pharmacie, t'en trouves. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, si vous commencez à accumuler 24 heures ou 48 heures avant de vous apercevoir que vous cherchez pendant 1 heure votre chargeur de téléphone, vous apercevez que votre frontal fonctionne plus aussi bien, que votre couteau suisse est rouillé et que vous n'avez plus de Doliprane, ça commence à faire quand même beaucoup de choses à gérer, beaucoup de stress, beaucoup de temps pour devoir pallier à tous ces petits problèmes. Et je pense sincèrement, dites-moi si je suis un petit peu trop tatillon, hein, mais je pense que sincèrement 15 jours avant, c'est une bonne technique pour essayer de bien tout mettre à plat, de bien dormir et de dire « Waouh, je suis super préparé, j'ai tout ce qu'il faut et tout a été checké ». Voilà. Pour la randonnée et la petite crème Noc, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Vous vérifiez que vous en avez assez, hein, parce qu'on peut toujours, encore une fois, rester sur l'idée que oui, il m'en restait. Mais en fait, non, il t'en reste pas pour 10 jours ou 15 jours ou 4 jours. Donc, tu vérifies. Et bien entendu, les compides, donc les petits pansements. Les compides, l'année dernière, je crois que c'était sur le GR30, je m'étais fait avoir. Il me restait des compides, je les avais pris et en fait... Est-ce que ça a été mal stocké? Je me suis aperçu que les compides qui ont plus d'1 an, en fait, tenaient super mal. Il faut vraiment avoir pour ma part, pour mon expérience, en tout cas, je me suis aperçu que ça ne m'avait pas réussi sur le GR30. Donc, j'ai décidé de plus prendre de risques, ce qui fait que maintenant, j'achète des compides avant de partir. Alors, encore une fois, c'est pas 24 heures avant de partir ou 48 heures que vous allez à la pharmacie et qu'on vous dit ah ben non monsieur, mais tout le monde fait la rando en ce moment, donc on n'a plus de compides, donc c'est un peu embêtant. Et cette année, j'ai décidé de tester, donc je prends des compides, vidéo non sponsorisée, je prends des compides et j'ai pris aussi des mercurochrome. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà testé l'un ou l'autre, moi j'ai déjà testé ça, j'avais déjà testé, je pense que Decathlon en faisait aussi à un moment, je ne sais plus si c'était Compide ou autre chose, mais j'avais préféré les Compides, j'avais pas trop aimé ceux de Decathlon, et j'ai envie de tester Mercurochrome et voir si, voilà, s'il y en a un qui est mieux que l'autre. Il y en a 4 et 4, 8. Normalement, ça devrait me suffire. Moi, j'ai vraiment des pieds en poule, mais en général, ça arrive au bout du 2e ou 3e jour. Souvent, une compite, je la garde au moins 2-3 jours aux 2 pieds. Voilà, 8, c'est large. Je vais les prendre quand même, parce que je ne vais pas mourir pour 20 grammes de plus, parce que je suis un homme fort, et 20 grammes, ça ne me fait pas peur. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense, mais en tout cas, je les ai achetés bien en avance pour être tranquille. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière, parce que je pense, j'en ai jamais vu sur internet comme ça, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé de l'intérêt dans cette vidéo. C'est vrai que généralement, moi, je vois le contenu des sacs des gens, je vois parfois leur choix, ils hésitent entre différents produits, mais voilà, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de cheminement où on se dit, mais comment ils ont fait pour organiser, pour préparer? On a l'impression que tout le monde est hyper au taquet et qu'ils ont tous tout à portée de main. Moi, je suis un grand flippé de première, donc je me suis dit non, je vais faire comme d'habitude, je vais préparer. Et j'ai pas envie de retomber sur le même souci que j'ai eu sur le GR30 ou le Tour du Mont Blanc où j'avais plus mon chargeur. Donc je me suis dit 15 jours avant, je prépare tout. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça c'est vraiment très important, ça permet de soutenir la chaîne et surtout ça me permet moi d'avoir des retours d'abonnés et c'est ce que j'adore pour pouvoir améliorer la vidéo ou me rendre compte des sujets d'inquiétude ou parfois les abonnés m'apportent des informations en disant alors là mon gars, ce plat-là de chez Lyophiles & Co, je te le déconseille, il est dégueulasse. Donc voilà, ça me permet de savoir un petit peu ce qui est bien, pas bien. Oui, j'ai laissé mon filtre Katadyn dans le garage, il est mort. Donc dites-moi. Dernière petite chose, pour les derniers qui sont encore résistants et qui n'ont toujours pas fini cette vidéo, j'hésite énormément sur le GR20 à partir avec mon pantalon de pluie et ma veste de pluie parce que l'un et l'autre sont quand même assez lourds. J'hésite à me dire, je regarderai la vidéo avant de partir, mais j'hésite à me dire le pantalon de pluie, j'en ai peut-être pas besoin. Si vraiment il pleut, il devrait quand même faire bon. Il va pas cailler, même s'il fait que 10 degrés, je vais pas mourir. Surtout si le haut du corps est au chaud. Donc, est-ce que je partirais pas juste en short
de façon ensuite à me sécher les jambes et puis bah, voilà, mettre mon collant de nuit et tout ira bien. Et pour la veste de pluie, alors ma veste de pluie est géniale parce que je tiens super bien avec la veste de pluie, j'ai fait plein de randos sous une pluie battante. En plus dans le nord on est un peu servi et elle est nickel, mais elle est quand même lourde, elle est encombrante et quand je l'ai, elle est très très vite chaude. Et je me tâte, il y a un abonné qui m'a parlé de la veste de pluie, je crois que c'est Trek 900 de chez Forclaz. Elle a l'air pas mal, elle a l'air fine, petite, elle a l'air bien. Bien entendu, c'est plutôt pour les pluies fines et légères et modérées, mais pas les grosses pluies. En même temps, je me dis, en montagne, s'il pleut à verse, est-ce que tu vas faire comme sur le scellé, c'est-à-dire quand même marcher? Est-ce que tu vas pas être prudent et plutôt t'arrêter? Donc voilà, pour les derniers qui sont encore en ligne, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous partiriez avec l'attirail, grosse veste de pluie, pantalon de pluie, ou plutôt short et veste fine? Et si vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire, mais que vous êtes encore là, ben vous mettez juste en commentaire pluie. Voilà, ça me suffira, comme ça je saurai que vous avez regardé cette vidéo au complet. À très bientôt!